Au moins, ils ont pris quand même ce courage-là. Et les militaires qui pourtant l'avaient soutenu lors de son coup d'État, ce sont les mêmes qui ont rejoint les jeunes pour le faire partir. Donc, ça, c'est quand même déjà une bonne chose. Et en fait, le fait qu'il reconnaît déjà les institutions qui sont là, c'est aussi une bonne chose. Ou là où tout se passe sur les papiers et pas dans les urnes. Mais alors, gribouiller les papiers, vous parlez la langue des autres, le français que vous ne connaissez même pas très bien, mais gribouiller sur les papiers, hein? Comme ça on n'en parle pas. C'est pas la peine d'organiser les élections, c'est pour que les jeunes payent. Si vous avez les écolos qui sont avec les partis, qui peuvent faire coalition avec le Parti socialiste, vous avez le Parti communiste. Donc, tous ces partis-là, tous ces petits partis-là ont des députés. Mais M. Macron refuse plutôt, au moment où il y avait la coalition de ces partis de gauche, il a refusé de nommer un premier ministre de ces coalitions parce qu'il ne voulait pas nommer un gars de RFI. Voilà, tout simplement. Donc, aujourd'hui, ça pose énormément de problèmes, même si il arrive à dissoudre l'Assemblée qu'on va aux élections encore, il se posera toujours le même problème de majorité absolue. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en France. D'accord. Monsieur Ndiaye, vous vouliez réagir? On va laisser Madame Opou réagir. Madame Opou, la démocratie française, est-ce que pour vous, elle montre, comme disent certains, qu'on a affaire à des jeunes qui ont pris le pouvoir en France? Certains disent que M. Macron est isolé, il y a d'autres qui disent qu'il n'est pas isolé, en tout cas il a un programme en place, c'est de détruire la France et il est en train de la détruire à tous les niveaux. Ou alors pensez-vous que c'est un nouveau style, c'est une nouvelle méthode d'un jeune au pouvoir? De toute façon, le frère Grégoire a donné lui-même les réponses à ces questions. Quand il parle en disant que le président Macron a refusé, il dit bien refusé, de nommer un premier ministre de la majorité de gauche quand ils étaient en coalition, je me demande si c'est ça la démocratie. Quand il dit que certaines règles posent problème pour qu'on puisse les appliquer, c'est ça la démocratie? Moi je pense que la démocratie en France est en panne. Hier, j'étais avec les étudiants à l'université de Courbevoie. On a discuté un peu, on a parlé plus tradition, mais on a discuté un peu politique. Alors, les étudiants disent, mais cette démocratie, il faut vraiment changer. Il faut qu'on parte vers la 6e République. D'ailleurs, ils ont même proposé, ils ont utilisé le mot démocrature. Alors, je voulais comprendre, qu'est-ce que vous entendez par démocrature? Il faut peut-être dissoudre carrément l'Assemblée. Mais bon, je pense que actuellement, les choses vont un peu dans tous les sens. Moi, je suis pour la contradiction. Je sais que c'est la contradiction qui fait avancer les choses. Mais il y a un moment donné, quand effectivement, ce que les gens eux-mêmes mettent en place, s'ils ne respectent pas ce qu'ils mettent en place eux-mêmes, c'est pas ça non plus. Non, le Front National n'est pas majoritaire. C'est la gauche qui était majoritaire. Normalement, il fallait faire la cohabitation avec la gauche. Et avec la gauche, il fallait prendre la France insoumise. Un ministre de la France insoumise. Et peut-être qu'aujourd'hui, voilà, les choses iraient un peu dans l'autre sens, dans le bon sens. Mais ça aussi, le président Macron n'a pas voulu, hein, comme l'a dit lui-même le frère Grégoire. Il a voulu faire les choses, il avait ses calculs. La politique aussi, ce sont des calculs. Hein. Il n'est pas le seul. Hein. La politique, ce sont des calculs. Sauf que, jusque-là, les calculs vraiment ne donnent pas de bonnes réponses. Donc, il va falloir que eux qui sont là réfléchissent pour que les choses se stabilisent, parce qu'au niveau international, vraiment, la France commence à devenir la risée, au fait. Alors que la France devait être l'exemple de la démocratie. Voilà, si j'avais quelque chose à dire. Merci. M. Ndiaye, vous vouliez réagir sur ce que vient de dire M. Gaïno à propos de votre analyse? Selon les calculs faits par les uns et les autres, qu'ils soient de gauche ou de droite, le fait que depuis janvier, on n'arrive pas à voter le budget, ça pose un vrai problème, non seulement sur les marchés financiers et boursiers, mais également pour le train de vie même, le fonctionnement de l'État. On parle à partir de 2026 de 12 milliards de déficit par an jusqu'à 2035. Bref, je vais seulement dire ceci. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, la France ne peut plus se permettre d'être donneur de leçons en matière de démocratie. Parce que, je me répète encore, mathématiquement parlant, numériquement parlant, le Rassemblement national, à lui tout seul, son
sans aucune coalition, sans aucune alliance avec un autre parti, est le premier parti de France, avec 140 ou 145 députés. À lui tout seul. Les autres arrivent à gagner. Pourquoi? Et parce qu'ils font des coalitions. Comme personne ne veut faire de coalition avec le Rassemblement national, c'est pourquoi je suis d'accord avec monsieur Gaïno quand il dit qu'il n'y a pas de majorité absolue. Je n'ai jamais dit qu'il y a de majorité absolue. Hein. Toutes les majorités aujourd'hui sont relatives. Et quand on n'a pas dépassé le chiffre de la majorité absolue, eh bien, c'est compliqué de diriger dans ces conditions-là. Voilà pourquoi il y a toutes ces coalitions que nous voyons. Mais chaque parti pris individuellement, aucun parti ne peut rivaliser avec le Rassemblement national. Voilà pourquoi moi je me dis qu'ils prennent le profil bas. Monsieur Emmanuel Macron, c'est tout. Qu'ils prennent le profil bas ou, comme le demande l'opposition, qu'il aille à la dissolution de l'Assemblée nationale ou, comme le demande Jean-Luc Mélenchon, qu'il démissionne. Mais nous savons tous, imbu de sa personne telle qu'il est, il ne peut pas démissionner. Alors que le général Charles de Gaulle l'a fait, hein, en 70, je pense. 70 ou 70, si ma mémoire est bonne. Hein? Si ma mémoire est bonne. Rien qu'un référendum. Vous voyez un peu? Rien qu'un référendum, il a perdu. Le général Charles de Gaulle a démissionné de ses fonctions. Il n'était pas obligé. Il n'y avait aucune loi. Il n'y avait aucune question qui nous demandait de... Mais il a démissionné de ses fonctions parce qu'il a estimé que le peuple français ne lui faisait plus confiance. Et là, aujourd'hui, si vous regardez les sondages, qui fait confiance à Emmanuel Macron? Ni le peuple français, ni même sur le plan européen. Voilà. Donc moi, je me dis que la démocratie française est en train de tousser. Il y a un problème au niveau du moteur. Il faut changer le moteur. Si on passe pas à la 6e République, comme le souhaite pratiquement tout le monde, il faut passer à la 6e République parce que on peut pas continuer comme ça. Trop, c'est trop. Un seul individu, c'est là que je vais chuter, est en train de bloquer tout un pays. Un seul individu, avec des erreurs, il peut cumuler d'erreur en erreur. Voilà. Je termine par là. Non, mais je veux quand même rectifier quelque chose. Le budget, on ne vote pas en janvier, monsieur Gabriel. Le budget de l'année, on le vote vers la fin de l'année comme maintenant. On doit voter le budget de l'année 2026, pas en janvier. Déjà, c'est une erreur. Deuxièmement, il ne faut pas dire que la démocratie, c'est vrai qu'il y a, lorsqu'on parle de majorité, il peut y avoir des problèmes. Marine Le Pen, il faut savoir que les sondages ne sont pas une réalité, ce n'est qu'une image que l'on donne. On a vu le père de Marine Le Pen venir au deuxième tour alors que le sondage ne lui donnait pas gagnant, même pour au deuxième tour. Donc il ne faut pas compter sur les sondages parce que c'est une opinion. Oui, mais tu dis aujourd'hui l'opinion, c'est vrai. Quand on regarde... Tu peux pas non, il n'est pas le premier parti en termes de militants. Mais lorsqu'on regarde les sondages, c'est vrai que les sondages sont en sa faveur. Non, les sondages, écoute bien, les sondages sont en sa faveur, mais ce n'est pas le premier parti puisqu'ils n'ont pas la majorité. Donne-moi la structure de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, au moment où nous parlons là. Si Marine Le Pen avait la majorité, c'est vrai qu'il y a la majorité, c'est vrai qu'il n'est pas absolue, mais le nombre de députés du Rassemblement national est supérieur à tous les autres partis. Mais donc il aurait eu à ce moment-là cohabitation, puisque si Marine Le Pen avait mais écoute, tu connais bien le nombre de députés qu'a Marine Le Pen. Alors, donc il faut savoir qu'au départ, Mélenchon le RFI était bien avec le Parti socialiste, ils se sont dissociés bien même aussitôt après. Donc, c'est pour ça que M. Macron ne pouvait pas nommer puisque le Parti socialiste n'avait plus la majorité non plus. Donc, il y a, alors que tu as les LR, tout ça, qui ont fait fusion, et c'est pour ça qu'il a nommé un premier ministre de LR, et ça continue. Donc, il faut savoir que, en démocratie, vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que les règles vous demandent, c'est-à-dire que vous ne nommez que si le parti de l'opposition a la majorité. Or là, Marine Le Pen n'a pas la majorité. On ne peut pas nommer un premier ministre. Ce qu'il peut faire aujourd'hui, c'est, d'ailleurs, ils l'ont reconnu. Attal l'a dit, que ça a été une erreur d'avoir dissous l'Assemblée. Donc, aujourd'hui, il a commis cette erreur-là qu'il faut reconnaître, ce qui a permis aujourd'hui au parti de ne plus avoir la majorité absolue. Et donc, c'est dissous l'Assemblée aujourd'hui. La tendance actuelle de Marine Le Pen, pour avoir la majorité absolue, pour être nommé Premier ministre, pour aller à la cohabitation. Mais tout dépend aujourd'hui, si M. Le Cornu arrive avec les résolutions qu'il a eu à prendre, tu vois, le Parti socialiste n'a pas voté la motion de censure. Et donc, tu vois bien que aujourd'hui, et les Républicains et le Parti socialiste, comme ils n'ont pas voté la motion de censure, et pourtant le RFI et le Rassemblement national, ils ont voté la motion, mais elle n'est pas passée. Et pourtant, il y a eu même quelques députés du Parti socialiste qui ont même voté pour la censure, tu vois. Donc, il ne faut pas dire des choses qui sont fausses, non. Oui, mais on voit bien que ça veut dire, M. Gaïno, qu'il y a une espèce de comment dire ça, de jeu de ping-pong ou un petit jeu qui s'est produit et le PS qui, lui, vient parce qu'il ne veut pas voter la censure, il n'est plus
du tout dans l'ensemble du front de gauche. Il est carrément mis à l'écart. Et le Cornu est arrivé quand même à diviser ce front-là, parce que le PS a obtenu la suspension de ce qu'on appelle de la retraite. Mais dans la réalité, est-ce que ce gouvernement va tenir encore longtemps? C'est une trahison, monsieur Caillou. Ça va tenir longtemps. On ne sait pas, puisque là, étant donné qu'il a renoncé à l'utilisation de 39.3, il a 49, oui, pardon. Et en même temps, il a accepté la demande du Parti socialiste. C'est pour ça que le Parti socialiste n'a pas voté la motion de censure. Donc, on espère que d'ici là, ça va aller, puisque le gouvernement étant là, ils vont passer au vote du budget, sans problème. Seigneur, vous disiez que c'est une trahison? La gauche a trahi. Le PS, vous voulez dire, pas toute la gauche. Le PS. C'est pas la gauche. C'est Mélenchon qui s'est retiré. C'est Mélenchon qui s'est retiré avec son langage. C'est le Parti socialiste qui n'a pas voté à l'Assemblée. Le Parti socialiste a fait une grande trahison de la gauche. Mais non, ils avaient posé leurs conditions, monsieur. Ils avaient posé leurs conditions. Monsieur Abidjan a évolué, vous pourrez défendre votre mot après. Il faut qu'il dise non, mais il dit. Cette condition est contraire. Avant, ils étaient pour que le budget pour l'âge de la retraite ne puisse pas être celle-là. C'est pourquoi ils ont combattu jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, là, il fait un compromis. Il dit, bon, comme le Cornu a accepté de suspendre jusqu'aux prochaines élections présidentielles tout ce qui est dossier retraite, j'accepte, je peux travailler avec vous. C'est de la trahison. C'est un manque de conviction. Parce qu'ils avaient combattu ça. Ne t'en fais pas, monsieur Gaïno. Tu vas voir, il y aura toujours un petit couac d'ici là. Le Parti socialiste va encore se fâcher et elle va encore se s'allier avec la France insoumise, avec les écolos, avec toute la gauche là. Mais tu vas voir, regarde, est-ce que tu pouvais penser que même au sein de la droite, Rotalieu pouvait dire que voilà, tant que Bruno Le Maire est dans son gouvernement là, ça va pas. Et le gouvernement a fait combien de jours? Le Cornu 1, 14h et 27 minutes, même pas un jour. Parce que en leur propre sein, il y a un individu, il y a deux individus qui n'ont pas plu à l'architecture générale du gouvernement, et bien ça a pété. C'est la même chose. Ce compromis-là, c'est une saleté, c'est une gangrène. Tu vas voir que d'ici là, monsieur Le Cornu va s'embrouiller avec le Parti socialiste sur un autre sujet, sur un autre point, et il va rejoindre la gauche. On est là, qui vivra verra. D'accord. Merci beaucoup. On va vite fait parler de l'autre actualité qui est très rapide. Madagascar, le président est parti. Il a été, dit-on, exfiltré par la France, qui normalement dit que la France-Afrique n'existe plus. Il est parti. Certains disent qu'il est en France, d'autres disent qu'il est parti à Dubaï. Ce qui est toujours honnête, c'est que à Madagascar, les jeunes ont pris les choses en main, mais les jeunes sont en train de se dire, sont en train désormais de dire à ceux qui ont pris le pouvoir, au nouveau homme fort qui est M. Michael, dont le nom je n'arrive pas forcément à prononcer, mais le colonel, qui lui, avec les putschistes ou ceux qui ont changé les choses, qui ont pris les choses en main, les jeunes leur reprochent de vouloir leur voler leur victoire et le changement qu'ils ont voulu. Madagascar fait-il peur à d'autres pays où Madagascar ne sera pas suivi? Toujours est-il que faites-vous comme analyse sur ce qui se passe à Madagascar? On va commencer par Mme Opou. Oui, j'ai entendu, j'ai dit, on suit ça de près, hein. C'est vrai que ce sont les jeunes qui ont pris le risque, selon la situation qu'ils ont vécue, bien sûr. La situation de Madagascar, je ne connais pas très bien. Je suis comme tout le monde ce qui se passe. Et naturellement, avec le nouveau président, de ma foi, qu'est-ce que tu veux que je dise? Alors, la France n'est pas loin, mais avons-nous un problème avec la France? Est-ce qu'à chaque fois qu'un pays francophone doit avoir des problèmes, il faut toujours qu'on indexe la France? Je crois que là aussi, Madame la France, on est un hélicoptère ou un jet privé évacue la France. Mais pourquoi pas? Les peuples de chaque pays est indépendant. Vous imaginez Macron en difficulté et nous on envoie un avion le chercher du Congo? Est-ce que la population, les jeunes, ne voulaient pas qu'ils partent? Oui, ils voulaient pas. Il est parti. Ils devaient être contents qu'il soit parti. Leur choix, je pense que le combat qu'il menait, c'est pour que le président ne soit plus là. Bon, que ce soit la France qui l'ait exfiltré ou d'autres, mais il n'est plus là. Et puis maintenant, il y a d'autres qui sont là. J'espère que c'est dans ce qu'il voulait que ça se passe. Je pense que si nous allons toujours dans le sens, pour nous qui sommes des pays francophones, aller toujours dans le sens où, quand on arrive, quand un président est là, c'est toujours, il faut toujours indexer la France. Je pense que quelque part, on fait aussi face aux autres. Nous avons besoin de partenaires. La France sera toujours
un partenaire parmi les autres partenaires. Ce que nous cherchons, le problème que nous... extérieur comme elle fait, en allant évacuer les présidents et en reprochant aux gens de devenir des immigrés, parce que là, elle pousse les gens à partir si elle continue à soutenir des présidents qui ont martyrisé leur population. Ça fait plus de temps que les présidents fait souffrir les populations malgaches. Je pense que la politique, je n'ai jamais été au-dessus pour avoir des missions, comment on appelle ça, de l'État. Mais je pense que les présidents, même entre eux, discutent. Et s'il y a un qui est en danger, moi je ne vois pas où est le problème. S'il y a un président qui vient aider l'autre à l'extirper pour éviter qu'il soit lynché ou mis à mal. Chez moi, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que les jeunes ont eu ce qu'ils voulaient. Je pense qu'ils ont cherché, ils ont voulu que le président qui était là soit relayé par un autre. Qu'il soit parti expliquer ou d'une autre manière, l'essentiel est qu'il soit parti. Maintenant, il faudra voir les relations qui vont continuer avec la France et d'autres pays et le travail que ceux qui sont venus vont faire. Demain, si ceux-là aussi ne travaillent pas bien, je pense que ces mêmes jeunes-là aussi seront dans la rue. Donc, il ne faut pas qu'on s'arrête seulement à l'exfiltration. J'aimerais vous compléter, Madame Opou. Mais il faut savoir qu'au-delà de tout ce que vous dites, Madame Opou, toutes les anciennes colonies françaises, les anciennes colonies françaises, entre autres le Congo et entre autres le Madagascar, il y a quand même des accords qui sont signés entre les gouvernements. Ces accords militaires-là persistent jusqu'aujourd'hui. Dans ces accords militaires, il y a ce cas de figure qui est toujours prévu. En cas de coup d'État, en cas de ceci, la France peut intervenir, soit pour protéger ses citoyens, comme on dit, soit pour protéger le président. Parce il n'y a pas d'accord pour que les pays se développent. Quand les présidents font mal, il n'y a pas d'accord pour que la France veille parce qu'elle devient un gendarme. Elle ne veille pas au bien-être de ces pays, des populations de ce pays. Ça, c'est un autre. C'est beaucoup plus protéger les présidents qui ne travaillent pas dans leur pays, quoi. Alors. Bon, ils ne travaillent pas. J'en sais rien, mais je veux seulement dire que ça fait partie des accords entre les pays anciennement colonisés par la France et la France. En tout cas, à Madagascar, c'est ce qu'on dit. Il n'a pas travaillé, il n'y a pas de courant, pas d'eau, pas de... Tout était à terre. C'est ce qu'on lui a reproché. C'est ce qui a fait la révolte des jeunes, ce qu'on appelle la génération Z, qui s'est réveillée. C'est toute la structure de l'État qui n'était pas en marche. Et c'est ce reproche-là. Et la France vient valider ça. Je ne dis pas non plus qu'ils ont tort. Non, pas du tout. De la même manière que moi, je suis un non-violent. De la même manière que je suis contre tout ce qui est coup d'État. Mais je me dis, mais parfois, les coups d'État deviennent une solution salutaire. Parce que si tout ce que vous dites là est vrai, ça dit que les conditions de vie sont telles que les gens veulent, le peuple veut un changement. Mais la souveraineté populaire appartient au peuple. Le dernier mot appartient au peuple. Le peuple est sorti dans la rue, a demandé son départ. Il est effectivement parti. Maintenant, celui qui vient, comme l'a dit Madame Opou tout à l'heure, que ce soit un militaire, que ce soit un civil, l'essentiel qui nous apporte à nous, le peuple, le changement qu'on a voulu. On veut un changement. On veut quelqu'un qui puisse nous apporter tout ce dont le prédécesseur n'a pas pu amener. Les problèmes d'eau, les problèmes de création d'emplois, les problèmes de santé, les problèmes d'éducation, les problèmes d'infrastructure, les problèmes de développement socio-économique. Si celui qui vient, militaire ou pas, civil ou pas, peut nous apporter la solution, tant mieux. Bon, maintenant, le problème que tu poses, monsieur Caius, c'est un problème de la France-Afrique. Parce que d'une part, la France dit que non, je veux mettre fin à ça, mais d'autre part, on voit que de temps en temps, elle intervient. Alors, monsieur Gaïno, l'homme fort aujourd'hui, c'est le colonel. J'essaie de prononcer son nom, c'est pas évident. Michael. Michael Rad. Arrête-toi là, c'est mieux. Oui, Michael, alors c'est mieux pour nous tous. Ça a l'air plus simple. Voilà. Mais l'homme fort, aujourd'hui, fait beaucoup, donne beaucoup d'espoir. La jeunesse s'est toujours fait voler un peu à la fin, son désir de changement. On dit toujours qu'on est là pour les jeunes, mais en général, ce sont ceux qui sont plus âgés qui sont là. On va le voir, on le verra plus tard avec la Guinée, où Doumbouya est en train de s'installer alors qu'il était venu pour le changement. On a ça. Est-ce que vous pensez, est-ce qu'il faut craindre aujourd'hui que c'est le retour des militaires avec toutes les promesses que cela fait, mais qu'en réalité, ils vont s'installer eux aussi sur une très longue durée? Je ne pense pas que cela pourrait être le cas de Madagascar parce que j'ai entendu ce monsieur-là, monsieur Michael, déclarer ce matin parce qu'il a reconnu quand même des institutions. Il s'appelle Michael Randrianirina. Randrianirina. C'est très compliqué. Mirina. Des noms malgaches. Le colonel Michael. Bon, c'est pas grave. On retient seulement son prénom, Michael. Donc, lui, il a reconnu quand même aujourd'hui le Conseil constitutionnel devant lequel il a prêté serment. Donc, le problème, c'est qu'on lui donne 60 jours pour organiser les élections. Et lui dit 60 jours, c'est trop peu. Il faut refaire la carte électorale, il faut mettre en place un conseil, comment vous appelez ça? De transition? Conseil de transition, enfin, pour organiser les élections transparentes. Donc, il demande au moins 2 ans. Bon, je pense qu'il ne faut pas partir de cet exemple pour dire que
c'est le retour des militaires au pouvoir. Aujourd'hui, nous avons aussi des militaires qui sont au pouvoir, qui aimeraient subir le même sort que celui de M. Michael. Ils ne sont pas non plus mieux nantis, ils n'arrivent pas à diriger le pays. D'ailleurs, on a vu qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse malgache à contester M. Michael, c'est parce que ces jeunes qui sont nés entre les années... Oui, les jeunes qui sont nés entre les années 90 et 2010, ce sont ces jeunes-là qui se sont plus mis dans la rue pour dire que ce n'est pas admissible qu'il manque de l'eau, de l'électricité et qu'il soit au chômage. 75% de la population vient en dessous de seuil de pauvreté. Et ça, c'était contre le président Rajoelina. Voilà. Au moins, ils ont pris quand même ce courage-là. Et les militaires qui, pourtant, l'avaient soutenu lors de son coup d'État, ce sont les mêmes qui ont rejoint les jeunes pour le faire partir. Donc, ça, c'est quand même déjà une bonne chose. Et en fait, le fait qu'il reconnaît déjà les institutions qui sont là, c'est aussi une bonne chose. Je pense qu'il n'est pas venu là pour s'asseoir au pouvoir, à mon avis, dans d'autres pays, mais il est là pour, justement, il fallait assurer cette transition et on verra ce que l'avenir va nous dire parce qu'on ne va pas commencer déjà comment dirais-je, à lire sur la carte pour dire que demain, ce sera comme ceci, ce sera cela. Voyons d'abord ce qu'il va faire. Là, il venait de prêter serment. On va voir dans les jours à venir comment il va maintenant prendre véritablement son pouvoir. Là, on saura. Je pense qu'on pourra peut-être revenir là-dessus parce qu'on aura plus d'éclaircissement. En ce moment-ci, on est encore un peu dans le tâtonnement. Mais bon, les gens diront qui est fou, hein, qui a pris le risque et pourquoi, après un tel risque, comme l'a fait le général Oligui, pourquoi ne pas lui-même diriger le pays et désormais c'est lui qui dirige. On va partir vers le Congo qui est notre pays d'origine et on va commencer par ce sujet qui est aujourd'hui soulève beaucoup de questions pour beaucoup d'entre nous. Le ministre est en train de soulever des problèmes d'impôts, on va en parler, on a un financier sur les plateaux, mais faisons le bilan d'abord s'il faut, ou plutôt, qu'est-ce que vous tirez comme analyse du passage, ou plutôt du score écrasant, 55 contre 2 ou 2 contre 55, du candidat Matoko, qui a perdu à l'UNESCO. Est-ce que Matoko a été un cadeau qui a été vendu au président par les cadres qui entourent le président et qui ont emmené le président dans une voie sans issue? En tout cas, moi, je pense que nous tous ici, on savait qu'il allait échouer parce que le bilan au niveau de l'éducation au Congo est un bilan zéro. Donc, il était difficile qu'il puisse vendre quelque chose à part sa compétence à l'UNESCO. Mais là, celui qui est en face de lui, c'est un poids lourd avec déjà beaucoup de soutien. La dernière question que je vous pose, en premier, que deviendra M. Matoko? Est-ce qu'on lui fera une place au Congo en étant le super ministre de l'Éducation nationale? Mais d'abord, le bilan du score écrasant, 55-2, M. Gaïno. Bon, déjà, c'est un score humiliant pour le Congo. Parce qu'avoir fait cette campagne lorsque on connaît l'état aujourd'hui du Congo, je crois que c'est comme si on ne voyait pas plus loin que le bout de son nez. Les autorités congolaises savent qu'en diplomatie ou en politique extérieure, ils sont classés en dessous de l'échelle, que le pays a reculé au dernier rang. Et donc, vous ne pouvez pas prétendre avoir le soutien de la communauté internationale lorsque le pays n'est pas dirigé. Le Congo n'a pas un chef. Le Congo, c'est un pays abandonné à lui-même, qui, je ne sais pas, aujourd'hui, qui se trouve même dans l'état de la jungle au regard de ce qui se passe dans le pays. Dans aucun pays au monde, on peut voir ce qui se passe au Congo. Aucun. Alors, donc, en diplomatie, c'est pareil. Vous avez les diplomates qui sont des vieillards de 80 ans, de 90 ans, qui sont à la tête dans les ambassades. Mais on les regarde. On dit, mais enfin, quel est ce pays qui ne renouvelle pas ces diplomates? Comment voulez-vous qu'on puisse voter pour ce monsieur-là lorsqu'on voit l'état du pays? Ils ne savent pas qu'ils ne sont pas crédibles au niveau international. Est-ce que le Congo peut se faire entendre au niveau international? Je ne crois pas. Alors, c'est une aventure. Comme ils aiment bien faire des aventures, ils croient que le Congo est encore un pays comparable aux autres pays. Je ne crois pas. Et aujourd'hui, ils en ont maintenant la preuve. 2 voix. Vous imaginez? Alors que le Premier ministre, ils ont pris de l'argent pour sillonner même les pays de l'Afrique centrale, même le Gabon à côté, même le Congo démocratique, le Tchad, tous ces pays-là n'ont même pas voté pour le Congo. Regardez, les pays africains n'ont même pas voté pour le Congo. Les pays de l'Afrique centrale n'ont pas voté pour le Congo. Mais c'est une honte. Le ministre des Affaires étrangères devrait démissionner.
Franchement, si on était dans un pays où les gens démissionnent, c'est une honte. C'est une gifle. Non. Voilà ce que je peux dire sur ce point. Alors, M. Miambalat nous a rejoint. Merci, M. Gaïno. Je me permets de... M. Miambalat nous a rejoint. M. Miambalat, on en a parlé tout à l'heure un peu de la politique africaine. On est sur le dossier du Congo, enfin sur le cas du Congo à l'UNESCO. La claque, ou plutôt le score 55 contre 2. Certains disent c'est 55 contre 1, que ça serait le Congo qui aurait voté pour lui-même. Le cadeau, ou plutôt le paquet qui a été vendu, tout le monde savait que M. Matoko allait échouer. Pourquoi les autorités congolaises ont persisté et signé, à votre avis? Et pour vous, quel est le bilan, hein? Qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon? On va lui donner un fauteuil aujourd'hui ou demain au gouvernement. On va créer un poste de super ministre de l'Éducation nationale pour lui. Madame Sabine aussi nous a rejoint. Bonsoir. Monsieur Miambalat, votre micro est coupé. Hein? Allô? Oui. Sabine, bonsoir. Monsieur Miambalat. Bonsoir. Concernant le cas de notre compatriote Matoko, Firmin Edouard, c'était le candidat du Congo. Est-ce que nous avons réfléchi, est-ce que nous avons bien préparé? C'est comme si nous sommes sortis d'un sommeil, une route appliquée pour qu'on présente un candidat. Alors que l'Égyptien est dans la course depuis plus de 2 ans. Nous, c'est 6 mois avant l'élection. C'est pas déjà sérieux. On a pris cette élection au sérieux. Je crois que déjà, qu'est-ce que aussi l'UNESCO, Monsieur Kayus-Edelebe? L'UNESCO s'occupe de l'éducation, s'occupe de la communication, s'occupe de la santé, je crois aussi, des droits de l'homme. Mais est-ce que notre pays, est-ce que tout ce que je viens de citer là, le Congo s'encadre vraiment? Est-ce que le Congo respecte la culture? Est-ce que le Congo respecte l'éducation? Est-ce que le Congo, la presse est libre? Avant de briguer l'organe qui dirige le monde. Donc, notre capacité voit l'échec. Même moi, j'ai été parmi ceux qui ont soutenu le candidat Matoko comme étant un compatriote. J'étais sur le forum de soutien, mais je savais que, sauf miracle, moi, je peux rien dire. Le Congo a faussé, il n'y a rien de marche. Donc, le résultat, c'est le résultat du Congo. La diplomatie congolaise est en bas de l'échelle et le ministre Ngakoso devrait démissionner. Puisqu'il y a très longtemps qu'il a ce poste, je crois que il devrait laisser quelqu'un d'autre. C'est une honte pour le Congo. D'accord. Madame Miaka qui nous a rejoint. Madame Miaka, je ne sais pas si vous avez suivi l'élection du futur directeur général de l'UNESCO. En tout cas, si vous n'avez pas suivi, le résumé est très simple. Il y avait 2 candidats, il y avait un Congolais de Brazzaville, plus un Égyptien. L'Égyptien a obtenu 55 voix sur 57, il en a reçu 55, le Congolais en a reçu 2. L'humiliation ou l'échec, ou plutôt pour les Congolais la honte, mais en tout cas pour les autorités, c'est peut-être la preuve qu'il faut revoir leur copie, beaucoup, mais très très bien. Je pense que le bic rouge aurait pris toutes les feuilles. La question qui se pose pour les Congolais, fallait-il y aller? Certains parlent de beaucoup d'argent qui sont sortis. Près de 6 milliards, c'est des chiffres. Hein. Sans preuve, on peut pas le dire. En tout cas, il y a eu beaucoup d'argent, beaucoup de délégations ont visité le monde entier. Et là où certains, en tout cas nous avions compris que l'échec était déjà au rendez-vous, c'est quand on a vu le Premier ministre congolais se rendre au Burkina Faso. Et là, on s'est dit qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce qui se passait dans le monde. Parce que aller au Burkina Faso, chez le capitaine Traoré, demander son soutien, ce n'est pas mesuré que l'AES est dans une autre lignée du changement en Afrique. Madame Miaka, 55 contre 2. Oui. Bon, bonsoir à tous. Bonsoir, Madame Opou. Bonsoir, Monsieur Gaïno. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Disconten. Bonsoir. Donc, bonsoir à tous nos auditeurs. Bonsoir, Monsieur Dian qui est là aussi. Monsieur Dian. Écoutez, Monsieur Dian. Mes salutations les plus sincères. Alors, donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Moi, comme je vous ai pris en cours et en plus j'ai le téléphone qui est presque déchargé parce qu'en fait, j'étais en train de me faire mes affaires puisque je pars demain. C'est demain, je prends le vol. Oui. Donc, je suis dans le grand mouvement. Et donc, oui, pour revenir à la question, mais on avait déjà discuté, je pense, de ce genre
de challenges, de ce genre de situations où il y a beaucoup d'argent qui sont en jeu. On met beaucoup d'argent en jeu parce que quand son pays se présente à des élections ou à des situations, des projets de ce genre, il faudrait mettre beaucoup d'argent parce que il y va du nom du pays. Les gens, ils misent beaucoup pour que leur pays soit à la tête d'une institution, pour que leur pays soit à la tête de quoi que ce soit qui parlerait qui parlerait du peuple, qui parlerait du pays. Donc, quand le Congo il va à on va dire en gros à ce projet-là, être dans une démarche de ce projet que le Congo soit représenté, mais il faut que le gouvernement congolais y mette les moyens. C'est pas l'argent qui manque au Congo, parce que quand on entend parler de tout ce qui est détourné, il y a eu plein de scandales que moi j'ai lu dans les journaux. Il y a de l'argent. Pourquoi le gouvernement congolais n'a pas mis le paquet pour que le Congo puisse, ne serait-ce que même si même le Congo devait perdre, pas avec deux voix. Donc, je prends ça plutôt pour une humiliation, mais est-ce qu'on va en tirer les conséquences? Est-ce qu'on va en tirer les leçons? Est-ce que, ben voilà, toute la question est là. Mais moi, je pense que le pays doit se hisser sur un tableau. C'est l'image du pays. Ça dépend ça y va de l'image du pays. Donc, ils avaient quoi comme carte? Qu'est-ce qu'ils avaient comme certitude? Sur quoi ils se basaient pour se jeter dans un tel projet sans toutefois prévoir les conséquences qui sont quand même humiliantes aujourd'hui pour le Congo. Deux voix. Non. Bon, qu'est-ce que je peux souhaiter qu'on en tire les conséquences? Même les pays africains n'ont pas voté pour le Congo, même les pays de l'Afrique centrale. Monsieur Ndian, vous qui êtes économiste et qui êtes aussi professeur dans l'éducation nationale, est-ce que vous, si vous avez des élèves qui sont dans des conditions difficiles, n'ont pas les moyens d'étudier, n'ont pas de courant, n'ont pas de... tout ce qui manque pour que leurs études soient dans un environnement sain, on va dire, entre guillemets. Pouvez-vous vous présenter pour devenir directeur d'une école dans un pays où la condition quand même c'est de prendre soin de vos élèves? Est-ce que pour vous, cette candidature, dès le départ, n'était pas un échec? Je me situerais beaucoup plus sur une autre lecture. C'est vrai, intellectuellement parlant, politiquement parlant, faut être malhonnête pour ne pas reconnaître que c'est un échec. Mais c'est pas parce qu'il y a des difficultés, des problèmes qu'il ne faut pas tenter. Hein? Je vais me permettre de rappeler à nous tous ici la célèbre citation de Sénèque qui dit que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles, voire même perdues d'avance, qu'on n'ose pas le faire. Non, c'est parce qu'on n'ose pas le faire que les choses sont difficiles. Donc moi je dis ceci, ma lecture est un peu différente de la vôtre. Je reconnais l'échec, mais je me place dans l'avenir et non dans le présent. Nous avons connu un échec. Il faut savoir que l'échec du candidat Firmin-Édouard Matoko à la direction de l'UNESCO peut être considéré comme une épreuve nationale, hein, une épreuve même gouvernementale. C'est-à-dire qu'il faut tirer les leçons. La première leçon, c'est le manque d'anticipation. Le manque d'anticipation, c'est-à-dire que le Congo, le gouvernement, bien sûr, a respecté le timing officiel des élections. Mais son adversaire en face avait anticipé avant. 2 ans avant, il avait déjà commencé sa campagne. Il a réussi déjà à avoir l'aval de la France, l'aval de tous les pays de l'Union européenne, l'aval de tous les pays africains de l'Union africaine. Donc, il avait déjà une grande... Même de l'Afrique centrale, M. Gabriel. Vous confirmez l'incompétence de ce groupe-là? Bon, je ne sais pas s'il faut parler en termes d'incompétence, mais je pense que j'ai utilisé le mot manque d'anticipation. Et deuxièmement, le Congo, dans cette épreuve-là aussi, va découvrir la dureté de la reconnaissance internationale. Hein, parce que derrière les sourires diplomatiques, derrière les discours de convenance, il se cache une autre vérité. Hein. Ce qui fait que, en partie, le peuple congolais peut tirer la leçon que on doit s'inscrire non pas dans le présent, mais il faut s'inscrire dans
l'apprentissage l'apprentissage de la diplomatie. Parce que les gens sourient avec vous. Toute l'Afrique centrale, comme dit M. Gaïno, bon, ce sont nos voisins, mais personne n'a voté pour nous. Donc, la diplomatie est complexe. Hein? Une autre leçon, c'est la leçon de lucidité, monsieur Ebelebe. La leçon de lucidité et de résilience. Hein? C'est-à-dire qu'il ne faut pas baisser les bras à chaque fois qu'il y a une difficulté. Donc, pour cela, la résilience permettra au Congo de mieux se préparer à l'avenir. On ne doit pas baisser les bras, on ne doit plus être... Parce que les postes à pourvoir dans les organisations internationales, il y en a beaucoup. Hein. Il n'y a pas qu'à l'UNESCO. Il y a aussi l'Organisation mondiale de la santé. Et il y a aussi le Fonds monétaire international. Il y a aussi la Banque mondiale. Il y a la Banque africaine, etc. Partout, on fera des élections. Eh bien, il faut qu'on se prépare mieux pour que prochainement, on puisse obtenir de bons résultats. Par ailleurs, il faut savoir que l'échec du gouvernement n'est pas un effacement de notre diplomatie, mais un niveau de départ. On peut considérer ça comme un commencement. C'est-à-dire tout est... Vous ne croyez pas que c'est l'échec de la diplomatie congolaise? Vous ne croyez pas que les diplomates congolais ont vendu un mauvais plan au président de la République du Congo? Vous ne croyez pas que la diplomatie congolaise devait se remettre en question? Oui, mais je suis d'accord avec vous, monsieur Belébé. C'est être malhonnête intellectuellement et politiquement de ne pas le reconnaître. Je pense que le ministre des Affaires étrangères saura corriger prochainement sa copie. Je pense que le gouvernement saura dire prochainement la vérité au chef de l'État si on se lance ou on ne se lance pas. C'est trop tard ou c'est pas trop tard. Je pense que ils vont le faire s'ils ne l'ont pas déjà fait. Mais en conclusion, tu crois qu'il n'a pas été élu? Tu crois qu'il n'a pas été élu parce que ça a été trop tard? Ils ont commencé la campagne trop tard, tu crois? Alors non, Monsieur Gaïno, ils n'ont pas commencé la campagne trop tard. Ils ont commencé la campagne dans le respect du timing officiel. Mais l'adversaire a eu le sens de l'anticipation. Il a commencé 2 ans avant. Oui, donc c'est la faute de l'adversaire, il a triché. Non, c'est pas possible comme argument. Voilà. Donc c'est notre faute. C'est la faute à l'Égyptien. Il n'a pas respecté... Non, c'est pas la faute à l'Égyptien. J'ai dit, c'est nous, le gouvernement, qui n'avons pas anticipé diplomatiquement cette élection-là. Il fallait qu'on commence plus tôt que prévu. Tout échec peut se transformer en sémence pour des nouvelles cultures. Donc, l'histoire va retenir cet échec historique de 55 voix contre 2. Mais le PDT ne va pas d'échec en échec, monsieur. Le Congo va toujours présenter au monde d'autres candidatures parce qu'il aura tiré les leçons de cet échec. Voilà ce que je dis. Parce que lutter contre... c'est vrai, quelque part, monsieur Gaïno, monsieur Ebelebe Kayous, quand tu dis que est-ce que ce n'était pas perdu d'avance? Effectivement, on se rend compte que si vous avez un candidat qui lutte contre la France, pays qui héberge le siège de l'UNESCO, un candidat qui lutte contre toute l'Union européenne, qui lutte contre toute l'Union africaine, il faut avoir un candidat de qualité, un candidat de la culture, un candidat du savoir. Oui, il faut avoir un bilan dans le pays pour lutter contre ces pays-là. Il faut un bilan. Bon, mais je termine en disant ceci. Toutes les organisations internationales, en règle générale, le gros financeur, le gros contributeur, c'est quand même les États-Unis d'Amérique. Or, depuis l'arrivée en janvier de Donald Trump, c'est maintenant l'Union européenne, pour ne pas dire la France. Lorsque la France donne son point de vue, bien qu'il ait une seule voix, mais lorsque la France donne son point de vue, lorsque la France choisit un candidat, et tout le monde est derrière le plus gros contributeur, cela n'a échappé à personne. Je termine par là. Merci beaucoup. Monsieur Gaïno, vous n'avez pas encore parlé, je vous laisserai après Madame Opou. Madame Opou, vous êtes dans la culture, l'UNESCO couvre la culture, 55 contre 2, personne ne peut dire autre chose. Ce n'est pas la première fois que le Congo échoue. On a échoué à l'UNESCO, je crois, la première fois avec Henri Lopez. On a échoué à la francophonie avec Henri Lopez. Le Congo n'a pas de haut cadre qui dirige des grosses institutions dans le monde. Est-ce que ça montre le niveau seulement de la diplomatie, mais aussi le niveau des Congolais qui aujourd'hui dirigent le Congo? Est-ce que le Congo n'a pas à revoir sa copie et même à revoir sa politique internationale? Nous avons des hommes de paix au Congo. On a un leader de paix. Est-ce qu'on lui a vendu un échec? Moi, je vais essayer un peu de voir les choses autrement.
voit des choses positivement, hein, même l'échec. J'ai envie de dire en quelque chose, malheur est bon. Ça permettra aux politiques du Congo, aux responsables politiques du Congo, ceux qui gèrent l'État, de bien étudier les choses ou de bien comprendre les choses avant de s'engager. La question que je me pose, je me dis pourquoi avons-nous présenté un candidat? Voilà. Quel était notre intérêt? Et avec qui nous avons qui est-ce que nous avons sollicité ou lesquels nous avons sollicité pour le faire? Mais Madame Miaka, hein, c'était les cas quand même pour être sûr de gagner. Qu'est-ce que cette candidature nous aurait apporté? Vous savez, la politique est un jeu. La politique n'est qu'un jeu. C'est comme, comme on joue au foot. Hein? Le foot, c'est un jeu. Mais quand vous allez, vous gagnez ou vous perdez. À condition tout simplement de bien se préparer. Vous voyez les footballeurs, quand ils jouent, combien de temps ils prennent pour se préparer? Là, je parle du jeu en tant qu'un jeu normal. Mais la politique, c'est la même chose. Ça ne me... Je pense que on parle beaucoup d'humiliation. Bon, c'est le français, hein? Pour la diplomatie nous avons eu quelqu'un, en l'occurrence, le monsieur que vous citez le nom, moi je ne cite pas son nom. Est-ce que... bref, le français n'est pas notre langue. Je veux juste dire qu'il faut aussi le protéger. Vous savez, nous avons des corps sensibles, hein? À force d'écouter tout ce qu'on dit avec ce qui s'est passé, je ne sais pas, hein, cette personne-là, comment est son état. Je crois qu'il faut le protéger. Il ne faut pas qu'il porte le fardeau de cet échec. Ce n'est pas à lui tout seul de porter le fardeau de cet échec. Alors, protégeons-le. Disons tout simplement, mais ça s'est passé. La prochaine fois, il faudra étudier longtemps à l'avance avant de présenter un candidat quand c'est le pays qui présente. Voilà si j'avais quelque chose à dire. Merci beaucoup. Madame Opou, je me permets quand même de compléter votre propos et faire comprendre aux auditeurs et aux auditrices de Radio Bakambi, attention, ne faisons pas des inductions mathématiques incomplètes. Ne partons pas d'un échec pour généraliser sur l'ensemble de la personnalité de celui qui a été victime de cet échec-là. Monsieur Matoko, c'est pas n'importe qui, attention. Hein. C'est pas lui qui est responsable, monsieur Gabriel, c'est l'État congolais. Un tout petit peu, s'il vous plaît. Mais vous avez repris la parole alors que monsieur Gagnon n'a pas encore parlé. Moi, je dis ceci. Monsieur Matoko, c'est pas n'importe qui. C'est un grand homme d'État. C'est un grand homme qui a de l'expérience dans la direction de l'UNESCO. Il a 30 ans d'expérience. Il connaît très bien la maison. Un homme de culture, un homme de savoir de l'UNESCO. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, au risque de me répéter, je termine par là. Tirons le Congo, le gouvernement doit seulement tirer les leçons de cet échec pour qu'à l'avenir, nous allons toujours participer à toutes les élections. On va participer, on ne peut pas refuser. On va se préparer mieux pour que dans les autres organisations internationales, nous puissions avoir, outre des candidats de bon niveau, mais une préparation adéquate. C'est ça, c'est pas le problème de M. Macron. Vous continuez encore à dire que c'est la faute des candidats. Comme ça, de bon niveau, mais le pays tire des leçons en faisant quoi? M. Kaino, quand on tire des leçons dans un gouvernement, on est démissionnaire ou on change de poste. En tout cas, on ne peut pas présenter à chaque fois des candidats à la francophonie, les mêmes gouvernements ou les mêmes personnes, on échoue. On présente à l'UNESCO, on échoue et on a toujours ce bilan qu'on tire. Est-ce qu'à un moment donné, pour la qualité de nos élèves et pour nos futurs cadres, nos jeunes enfants, la performance n'est pas toujours la référence? Et est-ce que pour nos enfants, il n'est pas bien de leur montrer que, bah oui, quand on ne réussit pas, on donne la place aux autres, à ceux qui vont faire mieux que soi. Ce n'est pas la faute de M. Mabundu, c'est la faute à qui? Parce que M. Mabundu a proposé et il a été accepté. Une délégation Premier ministre a sillonné l'Afrique. Je vous le répète, quand j'ai vu le Premier ministre partir au Burkina Faso, je me suis dit, le Congo ne réalise pas que les choses ont changé dans le monde. Est-ce que, M. Gaïno, pour vous, l'UNESCO permet de montrer les failles aujourd'hui de la gouvernance au Congo ou pas du tout? Déjà, les leçons dont on parle que le Congo devrait tirer, il s'agit de cela, de montrer qu'il y a des choses qui ne vont pas au Congo. Vous avez cité tout à l'heure l'échec à la francophonie. Vous avez cité l'échec à l'UNESCO. Vous allez citer au moment
si vous continuez encore, vous allez citer d'autres échecs où le Congo a toujours échoué. Mais lorsqu'on dit il faut, on parle de M. Matoko, mais M. Gabriel fait l'apologie pour rien. Personne n'a parlé de M. Matoko. Personne n'a mis en cause son incompétence ou sa compétence comme il le fait. Mais c'est d'abord le pays, parce que c'est le pays qui l'a présenté, c'était le candidat du pays. Et quand il dit qu'il faut se préparer en avant, mais il faut d'abord regarder autour de soi. Quand tu vas au combat, Madame Opo tout à l'heure parlait du jeu. Mais lorsque tu vas prendre ton équipe, tu dis, bon, voilà mon équipe de Congo par an, va aller jouer contre la France. Tu sais, tu as de bons joueurs. Sinon, c'est pas la peine de venir se faire humilier. Imaginez-vous que vous envoyez une équipe qui ne s'entraîne jamais, qui ne joue jamais, qui n'est pas connu, qui va venir dans un pays, on va mettre par exemple 30 buts à 0. Vous faites humilier, mais autant l'éviter que de le faire. C'est ça le problème que vous ne comprenez pas. Un pays a besoin d'une politique extérieure bien appréciée par plusieurs pays. Mais lorsque même vos proches voisins ne votent pas pour vous, c'est qu'il y a un problème, monsieur Gabriel, c'est qu'il y a un problème. Mais quel est ce problème? Voilà. Il faut dire les choses clairement avant de faire la langue de bois. Quel est ce problème? C'est d'abord la diplomatie congolaise. Mais comment est-ce qu'elle évolue? Comment est-ce qu'elle est appréciée? Comment est-ce qu'elle est vue? Et aussi, il y a les cadres peut-être aussi. C'est bien beau de dire que X a des diplômes. Mais comment tu connais la valeur de sa production? Tu n'as aucun élément de sa production. Tu ne peux pas apprécier. Tu n'en sais rien. Aujourd'hui, je peux être aux Nations Unies là-bas, Gaïno représente le Congo aux Nations Unies. Mais est-ce que tu connais vraiment ce qu'on dit de moi là-bas aux Nations Unies? Tu n'en sais rien. Donc, il faut dire qu'un pays qui veut vraiment être considéré comme pays, doit préparer les cadres qu'il envoie dans les institutions internationales. Ça doit être des cadres compétents, mais dont la compétence, c'est d'abord montrer sur place à l'intérieur de son pays avant de l'envoyer à l'extérieur. Et deuxièmement, quand vous présentez un candidat, il faut d'abord voir ce qu'on pense de votre candidat dans l'institution, là où il travaille. Et troisièmement, regardez aussi comment on vous regarde d'extérieur. Mais quand même, ton enfant ne vote pas pour toi, c'est qu'il y a déjà un problème. Alors comment vous voulez chercher toujours à camoufler les choses qui sont claires, même qu'un enfant de 5 ans est capable de comprendre qu'il y a un problème là? Non, M. Caius, je crois que, honnêtement, avec des cadres comme ça, moi, j'ai bien peur. J'ai bien peur parce que ça ne sert pas de montrer le tort à l'autre. Il faut assumer, il faut savoir assumer. Il faut savoir se regarder, il faut savoir se peser et non de montrer toujours le tort aux autres. Non, soyez comme honnête, vous faites peur pour les cas de demain, pour ceux qui aspirent à aller au pays, travailler, et vous appréciez des choses comme ça en disant non, il faut se préparer, non. Mais se préparer en faisant quoi? Les cas, ça se prépare quand ils sont jeunes et donnez-leur du travail, qu'ils aient l'expérience. Et quand vous les affectez dans les organismes internationaux, ils travaillent. Non, il y a des compétences peut-être. Est-ce qu'on prend les compétences? Est-ce que chez nous, la valeur du travail a-t-elle la place? Je ne crois pas. On voit comment le gouvernement évolue. On voit comment il tapouille partout là. On voit comment est le Congo. Aujourd'hui, le Congo a dégringolé quand vous voyez tous les échelles. Le Congo en bas de l'échelle. Mais c'est qu'il y a un problème. Mais le problème, il y a quoi? Au cas, c'est qui le dirige. Mais non, soyons honnêtes quand même. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Gaïno. On sait que vous êtes, quand vous y allez, vous allez émotionnellement. M. Ndiaye a donné ses arguments ainsi que Mme Opou. On va essayer de poser une question rapide. Madame Miaka, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous, parce qu'on a fait l'actualité, mais on voulait avoir des nouvelles de la Côte d'Ivoire et un peu de Cameroun, si vous en avez. Est-ce que vous avez les résultats du Cameroun? Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vite fait, avant la date des élections? Madame Miaka, votre micro. Madame Miaka, bon, elle n'est pas là, elle est en train de faire sa valise, elle est occupée. On va passer au Congo et on va parler de M. Mabundu, ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation. Monsieur Caius, s'il te plaît. Oui. En dehors de Madame Miaka, on peut quand même s'exprimer tous, ne fût-ce qu'une minute. Ah oui, mais nous, on l'avait désigné comme notre expert en Afrique de l'Ouest. Allez-y, hein, si vous avez des nouvelles, moi je suis preneur. Je n'ai pas vraiment de grandes nouvelles, à part que le Cameroun, on attend les résultats. Quelqu'un peut nous dire, M. Ndiaye, allez-y, vous, allez-y. Hein. Quand tu vois Cameroun, qu'est-ce que vous avez? Il n'y a pas encore des résultats, effectivement. Comme nous le savons tous, hein, nous tous, nous suivons l'actualité. On attend que le Conseil constitutionnel puisse donner les résultats définitifs. Il ne l'a pas encore fait, même si il y a un candidat à M. Paul Biya qui s'est prononcé, qui s'est auto-proclamé vainqueur, a fait même un discours de vainqueur. Voilà, on attend que le Conseil constitutionnel, dans quelques jours, peut-être d'ici la fin du mois, d'après ce qu'on entend,
qui puisse nous donner les résultats définitifs. Ça, c'est en ce qui concerne le Cameroun. Et déjà là, il faut savoir qu'il faut faire un appel au calme, un appel à la patience des résultats officiels, parce qu'il y a déjà, dans certaines villes, que ce soit à Douala ou à Yaoundé, on constate déjà qu'il y a de l'effervescence. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ça sera, je ne suis pas pessimiste, mais je suis réaliste. En Côte d'Ivoire, ça sera dramatique. Si nous allons... ça risque. Si j'ai bien compris, ça sera dramatique si nous allons dans ces conditions-là. Aujourd'hui, nous sommes le 17. Si nous allons dans ces conditions aux élections, le 25, ça sera dramatique, dramatique. Nous risquons de revivre ce que nous avons vécu en 2010. Donc, il faut vraiment appeler au peuple ivoirien et particulièrement au candidat principal qui veut briguer le 4e mandat, son Excellence Ouattara, de prendre du recul et de la hauteur. Parce que dans ces conditions-là, si rien ne change d'ici le 25, on risque de reconnaître ce qu'on a vécu en 2010. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre veut ajouter, M. Miambala Gaïno? Oui, je voulais tout simplement dire que, à propos d'abord de la Côte d'Ivoire, il faut savoir que déjà, nous sommes, nos pays-là, je ne sais pas pourquoi nous agissons comme ça. On dit une parole et demain on la change. Aujourd'hui on dit autre chose, demain on dit autre chose. M. Alassane Ouattara sera le responsable. Demain, il sera le responsable de ce qui pourrait se passer en Côte d'Ivoire, alors qu'il pourrait partir de là la tête haute. Comme il avait déjà dit, s'il était parti, il partait la tête haute. Mais comme tout à l'heure, vous avez parlé de l'intervention de la France. Il faut quand même que les pays africains, les responsables africains, apprennent à prendre les décisions d'eux-mêmes en plaçant d'abord l'intérêt du pays avant tout, comme font les autres. Parce que accepter d'aller à l'élection, comme avait fait M. Idriss Déby, aujourd'hui tout le monde se souvient de ce qui lui est arrivé. Mais en ce moment-là, quand il avait accepté de modifier la Constitution, tout ça, personne ne le savait. Mais après, il était obligé de le divulguer comme ça et tout le monde maintenant le sait. Donc, accepter qu'on vous donne les ordres ailleurs, après c'est pour mettre le pays dans le chaos, c'est ça le drame africain. Il faut que nous apprenions à être nous-mêmes, à réfléchir par nous-mêmes, à placer l'intérêt de nos pays bien avant nos propres intérêts. Ce qui va se passer au Cameroun, même sa propre fille a dit ne votez pas pour mon père. Regardez comment est-ce qu'il marche. Aujourd'hui, ce monsieur qui s'autoproclame déjà élu, c'est un de ses anciens ministres. Donc, on accepte des situations parce qu'on vous dit d'aller, vous acceptez. Et après, on plonge le pays. Là, déjà, ça a commencé, il y a déjà des morts là. Donc, on ne sait pas ce qui va arriver dans ce pays si M. Mbia est proclamé élu, parce qu'il ne peut pas être élu. Le peuple, tout le monde sait que le peuple camerounais l'aime. Tout le monde le sait, puisqu'on a dit qu'il ne vient même pas au Cameroun. Il y a même un donné qui lui avait dit « Ah, bienvenue, monsieur le président au Cameroun. Bienvenue. » Parce qu'il venait toujours de la Suisse, là où il est resté. Donc c'est ça le drame de ce qui se passe dans notre pays-là. Et je crains fort que ces deux pays-là ne nous amènent encore dans les temps très anciens que nous connaissons, qui ont endeuillé beaucoup de nos pays. Merci beaucoup. Voilà. M. Miambalat, vous avez quelque chose à Mme Opou? M. Miambalat est là ou il n'est pas là? Guy Sosten est là? Il est là, mais il n'est pas actif. Mme Opou, vous pouvez ajouter quelque chose? Mais vous... Bon. Ah, il est là. J'ai posé le micro à M. Miambalat, il ne répond pas. Je pose là qui j'ai posé. Hein. D'accord. Ok. Non. Bon. Les autres ont presque tout dit. Hein. Vous savez, il y a deux fois... des cas comme ça, des choses comme ça qui arrivent, on ne sait plus quoi dire et on ne sait plus quoi penser. Alors, on attend pour voir comment est-ce que ce que l'on veut vraiment, si l'on peut éviter le désastre humain, c'est tout ce qu'on demande. Qu'on évite le désastre humain. C'est quoi cette politique-là? C'est quoi cette politique? Hein? Comment dire ça déjà? Deux fois, vraiment, il manque des mots pour pouvoir s'exprimer. Il y a eu des élections, sinon il y a des élections qui arrivent. Que celui qui a gagné prenne la place et que les choses avancent. Hein? C'est quoi, vous les hommes, là? Après, quand je vais dire vous les hommes, vous allez me dire, elle dit vous les hommes. Vous dites que celui qui a gagné dans les urnes, celui qui a gagné sur le papier. Celui qui a gagné dans les urnes, puisque si c'est... Vous pensez qu'au Cameroun, ou même dans la Côte d'Ivoire, où tout le monde a peur de la Côte d'Ivoire, les dés ne vont pas être pipés, Mme Opou? Nous parlons tout le temps de la France. Non, on ne parle pas de la France, on dit les dés ne sont pas pipés.
Je dis ceci. Nous parlons de la France. On a beau dire qu'en France, la démocratie est en train de vaciller. Mais si la personne est élue dans les urnes, pourquoi nous ne prenons pas des bons exemples? Parce qu'en Afrique, on n'est pas capable, nous. Notre cerveau ne fonctionne pas de la même façon que les autres. Pourquoi organiser les élections alors? Si on veut faire des choses à l'africaine, ou là où tout se passe sur les papiers et pas dans les urnes, mais alors, gribouiller les papiers, vous parlez la langue des autres, le français que vous ne connaissez même pas très bien, mais gribouiller sur les papiers. Hein? Comme ça, on n'en parle pas. C'est pas la peine d'organiser les élections. C'est pour que les jeunes payent. Attendez, on est fatigué avec ça. Vraiment, on est fatigué. Il n'y a même pas de commentaire à faire. Qu'ils me laissent tranquille. S'ils veulent garder le pouvoir à vie, qu'ils ne fassent pas des élections. C'est tout. Qu'on reste comme ça. Ça va se transformer en royaume ou en empereur ou en je sais pas quoi. Que ça reste comme ça. Hein? Parce que si à chaque fois qu'il y a des élections, il y a des pertes de vie comme ça et ça aggrave les choses. Les gens ne sont pas tranquilles, il n'y a pas de sécurité, etc. On est fatigué de cette situation. Regardez comment ça se passe en Côte d'Ivoire déjà. Les élections ne sont pas encore arrivées. Regardez comment ça se passe au Cameroun. Avant même qu'on annonce les je sais pas quoi. Hein? Non, ça nous fatigue. Vraiment, ça nous fatigue. Hein? Je pense que comme la même chose qu'on est en train de dire en France, qu'il faut qu'on passe à la 6e République, parce que là, on commence à voir que les choses tombent. C'est la même chose en Afrique. On ne sait pas dans quelle république on va tomber, mais qu'ils essaient un peu d'arranger les choses à leur manière pour qu'on n'ait pas de perte de vie à chaque fois qu'un président va être élu ou à chaque fois que les élections arrivent. Quoi. On est fatigué. Merci. Monsieur Miambalat, est-ce que vous nous écoutez? Pardon, Monsieur Caïus. Monsieur Gaïno, excusez-moi, Monsieur Miambalat n'a pas parlé. Excusez-moi, Monsieur Miambalat. Je vous écoute très Oui, alors la Côte d'Ivoire et le Burkina, plutôt la Côte d'Ivoire et le Cameroun, vous avez des nouvelles? Mais c'est les mêmes nouvelles, non? C'est l'histoire qui se répète. Et tant que Paul Biya sera là, il va écrire la même histoire. Mais il faut être fou pour ne pas comprendre ça. C'est Albert Einstein qui disait que la folie, c'est lorsqu'on refait la même chose et s'attendre à des résultats différents. Donc c'est ça la folie. Mais si on refait la même chose, H2O donnera toujours l'eau. Ça ne peut pas donner du gaz carbonique. C'est ce qui fait que Paul Biya, quand on organise l'élection, c'est le seul vainqueur. Et on ne peut pas se lamenter là, jusqu'à ce qu'il y aura un coup de force. Regardez ce qui se passe avec Rajovel, André, à Madagascar. Il fallait que la France vienne pour l'exfiltrer. Donc il y a toujours l'ombre de la France. Parce que Rajovel voulait aussi se comporter en dictateur. Le jour-là, il a tout fait. Et voilà, il est rentré pourtant au départ le premier mandat avec dignité, mais là il sort comme un catastrophe. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on va continuer comme ça? Vous pensez que le président du Conseil constitutionnel ou de la Cour suprême pourra lire un autre nom en dehors de celui de Biya parce qu'il a été formaté? C'est comme des robots. Un vieux de 80 ans, sinon plus, il ne connaît que le nom de Biya. Croyez-vous, il faut attendre la Cour constitutionnelle? Mais ça c'est prendre les Africains pour des idiots. Quand on s'exprime comme ça, la Cour constitutionnelle, il n'y aura rien. Il n'y aura que le nom de Biya. Maintenant, ça c'est le Cameroun. Il faut jusqu'à ce qu'il y aura quelqu'un, parce que Biya veut mourir au pouvoir. Maintenant, c'est après Biya que le Cameroun sera peut-être en déluge ou comment. Mais sinon, pour l'instant, les gens sont fatigués. Ils veulent que Biya meure là, même s'il est déjà momifié. La Côte d'Ivoire veut aussi aller dans le même sens. Mais comme l'Afrique centrale, les hommes, excusez-moi le terme, n'ont pas de couilles en Afrique centrale. En Côte d'Ivoire, ça risque de se passer autrement. Excusez-moi, on a quand même eu Oligui quand même en Afrique centrale. Attendez. Il y a eu Oligui. Hein. Oligui il a pris le pouvoir quand même, devant les Bongos. Ben, vous voyez, Oligui, ça c'est bon. C'est un autre cas, on pourra discuter. On peut parler même du Tchad, on peut parler même, mais quand vous voyez, en Afrique, il n'y a que l'Afrique centrale, là où vous trouverez des présidents qui sont au-delà de 40 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, c'est comme s'ils sont dans le challenge. Ils veulent battre le record du monde alors qu'ils l'ont déjà fait. Oui, on a même Tshisekedi qui a remplacé Kabila. Il faut dire que ça change aussi. Tshisekedi qui a remplacé Kabila, moi, bon, ça c'est des plusieurs. Dans quelles conditions? Mais au moins, il y a eu des changements. Donc, l'Afrique centrale aussi s'en sort bien. Un peu. Même si, on va dire, comme dit M. Miambalat, les éléphants sont encore en place. Mais oui, additionner
additionnez les pouvoirs en Afrique centrale de 2 ou 3 présidents, vous verrez qu'ils sont au-delà de 200 ans, ce qui n'existe pas en Afrique de l'Ouest ou en Afrique australe. Si vous additionnez le pouvoir du Gabon, le pouvoir de la Guinée équatoriale, le pouvoir du Congo, du Cameroun, 40 plus 50 plus 45 plus, vous êtes dans les 200 et quelques pour 4 pays. 200 ans de règne. Et c'est la même famille en Afrique centrale. Mais vous ne trouverez jamais ça en Afrique de l'Ouest. Même 10 ans en Afrique de l'Ouest, ça fatigue déjà les gens. 15 ans, 20 ans, ils ne peuvent pas supporter. 10 ans déjà, en Afrique de l'Ouest, les gens s'agitent. Ni en Afrique anglophone. Comme au Bénin. Même au Ghana. Oui, l'Afrique de l'Ouest, c'est tout ça. Puisqu'il y a le Ghana, il y a le Nigeria, tout ça. Donc, ils sont quand même habitués à cette culture d'alternance. Même si c'est après 10 ans, 15 ans. Mais chez nous, l'alternance ne vient jamais. C'est toujours des secousses. Et les pays s'engouffrent. Après 40 ans, après 50 ans, il faut qu'il y ait un séisme en Afrique centrale. Toujours dans nos pays. Est-ce que c'est normal? Non. Il faut rajouter que, par exemple, chez nous, quand on prend l'exemple du Congo, au Sénégal, par exemple, depuis, vous avez eu M. Abdou Diouf, ça soit Tidjana, vous avez eu M. Macky Sall, ça soit Tidjana, vous avez eu M. Alors, ça fait au moins déjà 4 présidents au Sénégal, mais qui retrouvent toujours les mêmes présidents en Afrique centrale. Les mêmes. Les présidents c'est que ceux-là sont très bons, monsieur Gaïno. Ils sont très bons. En Afrique centrale. Bah oui, parce qu'ils arrivent à... Ah, c'est pour ça que même pour se soigner, ils doivent aller en Europe. Pour manger, ils commandent les cuisses de poulet chez les Chinois et ils ne produisent rien. On ne verra jamais dans les magasins ce qui sort de ces pays-là en vente quelque part. C'est ça, être très bon. Monsieur Gaïno, les Jimmy Carter ou bien Bush père, si il arrivait à se réveiller, il arrive, même le Jimmy, ils vont voir que Paul Biya est toujours président. Il me dit, mais il n'était pas mort. Même Mitterrand, même jusqu'à ce qu'il revenait, il dit non. Mais Biya est toujours président en Afrique centrale, oui. C'est son fils, non, c'est le Biya que vous avez laissé, votre homologue. Mais c'est quand même... Les morts vont retourner les vivants. On n'en a pas jusqu'à là-bas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous, dans l'ironie, ce que vous voulez dire, que même le fils ou le petit-fils, en tout cas de ces présidents, quand il arrive, il dit, mais moi j'ai connu ce monsieur quand il venait voir mon grand-père. Oui, c'est ironiquement, c'est ça. Mais c'est aussi à tous ceux qui participent au changement d'être des acteurs actifs.